Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour les aléas du direct avec, comme chaque lundi, du sport, mais pas que, de la médecine également avec le professeur Jean Canson. Comeback, ça va Jean? Ben oui, c'est la dernière ce soir puisque vendredi c'est la fin du monde, donc j'ai amené mes camarades et tout, donc je fais mes adieux. Il a amené tous ses amis. Et puis les malades, des grands malades, il y en a quand même des grands malades, il y en a quelques-uns. Regardez, il y en a un dernier qui arrive avec nous là, Jean Brun. Voilà. Je me noyais dans le waterpolo, c'est pour ça. Chaud bouillant, l'ami Jean. Ça y est, c'est prêt, tous les montages sont prêts. Vous êtes avec nous? Je suis là. Ça y est, vous êtes là, bravo, Jean Brun pour parler de sport. Et regardez un magnifique plateau d'invités. Stéphane Glas, par exemple, avec nous. Entraîneur du MHR, ancien international. Oui. Bah oui, du rugby, rien que ça se passe comme ça sur TV Sud. Et puis alors, le couple, le duo du beach volley, 20 ans qu'ils sont ensemble. Et ça continue, ça dure toujours. Stéphane Canet et Mathieu Hamel. Stéphane Canet, il est là, Mathieu Hamel, il est là. Et il s'occupe de l'équipe de France de beach volley. Il va s'occuper des garçons, il s'occupe des filles. Pas encore. Il s'occupe des garçons, il va s'occuper des filles. Et on va parler également, bien sûr, du Montpellier Beach Volley, le grand rendez-vous français de cette magnifique discipline, voilà, qui se joue en maillot de bain, mais qui est sur du sable, c'est ça? Exactement, bronzé voilà. toute l'année. C'est bien résumé, comme ça. Allez, tout de suite, ce sont les titres. Avec Marlène, avec nous, ça va Marlène? Oui, ça va bien. Et vous avez vu ce magnifique décor que nous avons sur ce plateau? Magnifique décor de Noël. Si on savait pas que c'était le Noël, les fêtes et tout, on s'étonnerait. Eh ben non, c'est comme ça. Ça va, professeur? Oui, je suis en train de... Il y a des choses qui se passent sur ce plateau-là. Je sais pas. Ah, oui. Merci, belle intervention. On va s'intéresser, on va être sérieux, pardon, avec vous. Il faut être un petit peu sérieux, Marlène, parce qu'on ne sait jamais l'actualité. Voilà. Mais non, là, ça va aujourd'hui, ça va. Ça va. Un petit résultat électoral. Oui, on va commencer avec Elie Abou qui retrouve son siège de député. L'ancien parlementaire UMP a remporté le second tour de l'élection législative partielle hier sur la 6e circonscription de l'Hérault. Il a obtenu près de 62% des voix face à Dolores Roquet, crédité de 38% des suffrages exprimés. La socialiste avait remporté de quelques voix seulement l'élection législative de juin, mais le scrutin avait été annulé par le Conseil constitutionnel. Les Biterrois ont donc revoté ces 2 dernières semaines. Et élection donc sans trop de surprises d'Elie Abou. Et puis des infos concernant la feria de Nîmes. Et oui, il faut se préparer à l'avance. Alors il y aura une corrida de moins lors des prochaines férias de Nîmes. C'est ce qu'ont décidé les élus en conseil municipal. Samedi matin, ils ont voté une modification du contrat de délégation de service public qui rend optionnelle l'organisation d'une corrida pour chaque cycle. Alors c'est une demande du directeur des arènes, Simon Casas, pour faire face à la crise qui impacte aussi la fréquentation des arènes. Il y aura donc une corrida de moins, mais les férias vont être marqué par le retour de la course camarguaise dans les arènes. Donc on y revient dans le journal. Et ça fera plaisir à notre ami Patrick Mallet, on l'imagine. Allez, faites-nous rêver un petit peu du côté de Pézenas. Oui, on va parler des fêtes de fin d'année qui approchent, qui sont souvent l'occasion des mises en lumière et des animations magiques, comme vous pouvez le voir sur ces images. C'était samedi soir à Pézenas. La ville qui a profité des festivités pour inaugurer le cours Jean Jaurès. Le cours, s'il vous plaît. Le cours Jean Jaurès. Oui, il faut dire le cours. Mais pourquoi? Parce que c'est de l'occitan. Et je sais pas, peut-être, sans doute. En tout cas, j'ai écouté le maire, il a dit le course une fois, 2 fois, 10 fois, et donc j'ai compris qu'il fallait dire le course. L'artère commerciale a donc été entièrement requalifiée, les travaux de plusieurs années qui sont achevés. Et samedi soir, on a donc pu voir, je vais y arriver, la place des Anges, un spectacle féerique en plein air. Le Noël excitant se poursuit à Pézenas puisque le cours s'animera à nouveau le 22 décembre avec notamment la sortie du poulain. C'est l'animal totémique de la ville qui est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Eh oui, les animaux totémiques. Mais seulement celui de Pézenas, après je sais pas les autres. Pardon. Soyons précis. Je sais pas. Une tonne de plumes se sont abattues sur Pézenas. Ça vous fait rêver, ça, hein, Jean-Marie? Oui. C'est magnifiques images. N'est-ce pas? Ah, vous avez raison. Lui, il sait me prendre par le bon côté. Merci beaucoup. Non, on va parler météo. Non, on va parler météo quand même. Est-ce qu'il va neiger des plumes demain? J'allais dire. Non, il fait plutôt beau demain. Quelques passages nuageux seulement sur Béziers et à l'est. Oui, pour une fois que je faisais de l'humour. Pour une fois. Le matin, les températures seront comprises entre 4 et 5 degrés sur l'Hérault et le Gard. Et l'après-midi, il fera 12 degrés à l'est, 13 à Nîmes, 14 à Béziers et 15 à Montpellier. Bon, je vous la laisse pour tout à l'heure, votre blagounette. Rappel des titres à 19h, le journal à 19h30. À tout à l'heure, Marlène. Le sport. VO Location, véhicule de tourisme et utilitaire, vous présente le sport.
Nous avons des volleyeurs, nous avons un rugbyman, mais nous allons parler waterpolo d'abord, c'est ça, Jean? Exactement, parce que c'était un peu l'affiche du week-end, c'était le derby habituel en même temps, on entre reste les dans Sétois. le maillot de bain et tout ça, hein, donc Oui, nos amis ne complètement. seront pas perdus. Et les Montpelliérains, puisque l'Arago de 7, les Dauphins de 7 C'est pas la première recevaient... fois que vous vous trompez. Hein. C'est pas la première fois que Tous les j'inverse, hein, lundis, vous entre le volley et le waterpolo, j'ai du mal, mais peut-être parce qu'ils ont noyé les chevaux, c'est pour ça. Donc là, les Dauphins de 7, vous voyez, je vais m'y retrouver. Les Dauphins, non, ça c'est un perroquet. Les Dauphins de 7 recevaient le Montpellier waterpolo, champion de France en titre. Le second contre le troisième, Mouadil El Yakabi y était. Je vous propose de regarder le reportage tout de suite. Derby au sommet pour cette 5e journée du championnat. Les Sétois, 3e du classement, accueillent les champions en titre et voisins Montpelliérains, 2e du championnat à égalité de points avec le leader marseillais. Les Montpelliérains font honneur à leur statut de favoris en prenant les rênes du match. Ils prennent rapidement l'avantage et le premier carton se conclut sur le score de 3-1. L'ambiance est chaude aussi bien dans l'eau qu'en dehors. Les fautes se multiplient et le sifflet ne cesse de retentir. Le derby héroltais sera haché jusqu'au bout. C'est toujours pareil, c'est un derby. Hein. Bon, ce qui est bien, c'est que il y a de l'ambiance, c'est ce qui est intéressant. Bon, maintenant, il y a beaucoup d'exclusions, un arbitrage qui a été un peu laxiste par moment, mais par moment, ils savent pas. Je veux dire, sur les rentrées, tout ça, mais bon, après, ça, c'est pas. On fait avec. Hein. Au retour des vestiaires, le match reprend sur les mêmes bases. Les Dauphins continuent de courir après le score, mais se laissent rapidement emporter par les décisions arbitrales, pas toujours à leur avantage. Ça n'a pas poussé le jeu sur le mouvement. Et nous, physiquement, comme on est en dedans, par rapport à une équipe comme Montpellier, on comptait sur ça pour pouvoir obtenir des exécutions ou des situations de jeu positives. La fin de match est plus disputée. Les Montpelliérains feront parler l'expérience. Malgré une belle remontée en fin de rencontre, les Sétois s'inclineront sur le score de 7-10. Victoire donc des Montpelliérains, ça donne 10-7 pour Montpellier. Au classement, ça donne Marseille en tête avec 5 victoires, Montpellier second avec 5 victoires aussi, c'est au goal average que ça se départage, et 7 troisième toujours. Et donc, ça fait se jouer ce championnat vraisemblablement entre les deux ailes. Comme d'habitude, à la fin, par un tournoi final. Donc de toute façon, même si vous finissez premier à l'issue de la saison régulière, il faut encore s'imposer dans un tournoi à 4. Mais bon, entre Marseille et Montpellier, normalement. Voilà. Il y a pas, le pari, là, c'est... Hein, risquez pas trop d'argent sur les autres. Hein. Si je peux donner un conseil, je ne comprends rien dans les paris sportifs. Mais voilà, normalement, ça va se jouer là. Prochain match? Alors là, c'est rien du tout. Après les fêtes. C'est pour ça que... C'est facile, c'est des effets très faciles parce que je sais qu'ils préparent. Comme on est rodé, hein, voilà, c'est qu'ils préparent pas tout, donc je sais qu'ils répondront pas. Voilà, merci Jean. Et si on parlait rugby? Oui, c'était alors là la H-Cup, la grande coupe d'Europe. Stéphane Glas, vous avez joué Cardiff à Cardiff la semaine dernière. Avec une belle victoire déjà. Cardiff cette semaine. Oui. Déjà la semaine dernière, il y a eu un bel exploit. C'était la première victoire du Montpellier Hérault Rugby en terre anglaise. Galloise, voire même. Oui, galloise. Britannique, pardon. Il fallait confirmer à domicile. Je vous propose le résumé et on en parle après. La 3e minute de cette 4e journée de H-Cup aurait pu filer un sacré coup de blues à Julien Thomas et à sa bande. Sur un lancer approximatif de Van Vuren, Warburton récupérait en fond de touche pour aplatir sur les grands boulevards. Cardiff semblait revanchard après la défaite concédée la semaine passée, mais Montpellier ne laissait pas le doute s'installer. Si sa première tentative était refusée, Nagusa se faufilait en Pays de Galles et aplatissait au quart d'heure de jeu, suivi 10 minutes plus tard par un Van Vuren soucieux de se racheter. À la mi-temps, le MHR menait 17-8 et aurait mérité mieux si les fautes techniques n'étaient venues encore trop souvent perturber la belle organisation mise en place durant la semaine par Galtier et ses 2 acolytes. Conscient du bon coup à jouer, le MHR poursuivait son pressing, un véritable nettoyage à sec de tous les compartiments du jeu. Rincés, les Gallois voyaient Audrin leur passer sous le nez avant qu'un épatant Johnny Beattie n'offre le bonus offensif à son équipe, malgré une feuille de match profondément remaniée par un Fabien Galtier, toujours aussi joueur. 43 rencontres, tout l'effectif héroltais aura été mis à contribution avec la réussite que l'on sait et une victoire finale bonifiée 34-21. Victoire qui pourrait ouvrir la porte d'une qualification en H-Cup, la première du genre pour le MHR. Mais pour cela, il faudra terminer meilleur second des 6 poules. Seul Toulouse, défait ce week-end par les Ospreys, pourrait prétendre le contraire.
Oui, parce que ça va être compliqué en fait. Il faut être premier en passe. Montpellier est dans la même poule que Toulon. Toulon est invaincu dans ce championnat en Coupe d'Europe. Ils en ont passé quand même 62 ce week-end à Sale. Donc on voit mal Montpellier finir premier de sa poule. Pour se qualifier, il faut finir meilleur second des 6 poules. Toulouse, malheureusement, a perdu ce week-end. Donc Toulouse se retrouve seconde de sa poule, avec les Ospreys. Donc en gros, la place de deuxième va se jouer entre les Ospreys et Toulouse dans leur poule. Et la place qualificative, a priori, pour le quart de meilleur second, ce sera ou Montpellier, si Montpellier finit bien son parcours, ou l'un des deux, Osprey ou Toulouse, celui des deux qui finira second de sa poule. Stéphane, un peu compliqué, mais au final, il y a quand même je n'ai aucune jouer. Confiance dans ce jeune homme. Vous confirmez tout ça? Si, il n'a pas arrêté de dire oui. Non, mais même si on est à 2 journées de la fin de la Necken Cup, c'est un peu des calculs d'apothicaire, parce que c'est vrai que les 6 premiers sont qualifiés et les 2 meilleurs seconds des 6 poules. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas anticiper sur les résultats à venir. Ce qu'on sait, nous, c'est que il nous reste Sale à Sale et Toulon à la maison. On sait que si on gagne ces 2 matchs, on sera qualifié comme meilleur second, ça c'est une certitude. Mais encore, faut-il les gagner? C'est des matchs difficiles. Oui, parce que Sale, c'est peut-être faisable, mais c'est chez eux. Ouais, c'est chez eux, donc c'est compliqué. Voilà. Et puis ils vont vouloir quand même bien figurer en Coupe d'Europe. Ils ont pris cher hier à Toulon, et ils vont certainement vouloir réagir dans cette compétition. Et après, Toulon à la maison, Toulon va finir de toute façon premier de la poule. Mais Toulon, c'est une grosse équipe. Même s'ils font tourner, ils ont toujours une très grosse équipe sur le terrain. Donc, parce qu'on peut imaginer pas qu'ils lâchent l'affaire, mais enfin qu'ils fassent tourner, comme vous dites, pour leur mais ils ont une équipe, même si lorsqu'ils font tourner, ils ont un effectif de très grande qualité, et même lorsqu'ils font tourner, c'est les internationaux qui remplacent les internationaux. Voilà, c'est ça, ouais. Ils ont les 2-3 meilleurs joueurs à toutes les lignes du monde. Très honnêtement, la qualité de leur jeu ne faiblit absolument pas, même lorsqu'ils font tourner. Donc c'est face à Sale que ça va se jouer. Ouais, il faut vraiment combattre Sale à Sale. Après, certainement que ça jouera sur le dernier match, mais d'abord Sale à Sale pour ce qui est de la Coupe d'Europe, où il faudra gagner en Angleterre. Vous êtes surpris là après coup, après ces 4 matchs, c'est ça? Vous êtes plutôt surpris agréablement de la situation où vous êtes. Vous imaginiez ça? En fait, on n'imaginait pas grand-chose avant la compétition. La compétition, on l'a commencé surtout aussi dans l'esprit de faire évoluer encore l'équipe, de faire progresser certains joueurs en faisant tourner l'effectif. On a un effectif qui est en quantité qui est assez important. Et c'était pour donner du temps de jeu à pas mal de joueurs, d'essayer d'équilibrer du temps de jeu, d'en donner à certains, faire opposer pour d'autres. Et c'est vrai que on a perdu ce premier match à Toulon, on a pris 0 points. Mais derrière, ça s'est plutôt bien enchaîné. Et puis surtout cette victoire à Cardiff, On aurait perdu à Cardiff, c'était réglé. Et c'est vrai que le fait d'avoir gagné à Cardiff la semaine dernière, ça nous donne une opportunité peut-être de se qualifier. Donc l'appétit venant en mangeant, comme dirait le professeur. Ouais, exactement. Donc maintenant, c'est vrai qu'on se trouve dans une situation où effectivement la qualification est possible. Pour l'instant, on pense plus vraiment à ça, parce que dès le week-end prochain, on va repartir sur le championnat. Mais c'est vrai qu'au mois de janvier, on a 2 matchs de Coupe d'Europe, et on va en discuter entre nous, discuter avec les joueurs, mais c'est vrai que la qualification au jour d'aujourd'hui peut être possible. Ouais. Vous parliez de Toulon qui a un gros effectif avec beaucoup d'internationaux, mais on s'aperçoit qu'à Montpellier, il n'y a peut-être pas que des internationaux dans le groupe, mais au final, il y a quand même 2 équipes. Il y a une vraie rotation possible pour vous. Oui. Puisque Cardiff, il n'y a pas Trinduc, il n'y a pas Ouedraogo. Tout à fait, tout à fait. On a fait tourner, parfois, par contre, on remplace certains joueurs par d'autres qui ne sont pas spécialement des joueurs qui ont joué dans leur équipe nationale respective. À Toulon, je prends le poste par exemple de 3 quarts centre. Ils sont 3 à tourner. C'est Gito qui a 90 sélections pour l'équipe d'Australie. C'est Bastaro qui a des sélections pour l'équipe de France. Et c'est Mermoz qui est en place en ce moment l'équipe de France. Donc ils sont 3 pour ce poste-là. Donc, par exemple, voilà. C'est pas la même configuration, mais on s'aperçoit que vous arrivez à construire quand même un groupe qui est capable d'assurer cette rotation. Malgré les changements qu'il peut y avoir d'un week-end à l'autre, ou lorsque on est sur la Coupe d'Europe, très honnêtement, après la qualité de notre jeu a été aussi bonne sur les matchs de Coupe d'Europe, effectivement. Parce que c'est un peu ça qui est remarquable cette année, c'est que l'an passé, Montpellier avait eu beaucoup de mal à se passer de ses internationaux. Cette saison, on a vu que malgré l'absence des Argentins,
Montpellier était capable d'assurer une 4e place en top 14, et qu'ensuite, quand vous assuriez la rotation en vous passant justement de vos internationaux français, entre autres, vous arriviez aussi à produire un bon jeu. Oui, on se rappelle notamment une forte dépendance au capitaine, à Ouedraogo. Fufu, François, qui sont des joueurs importants de l'effectif, très importants, mais c'est vrai que la bonne surprise pour nous, ça a été le début de saison sans les Argentins. On a 6 Argentins dans l'effectif. Et c'est d'arriver, ils sont arrivés après la 8e journée, on s'en est passé pendant 8 journées, et on a réussi à être dans les 6 premières équipes jusqu'à maintenant, jusqu'à la 8e sans eux. Maintenant ils sont rentrés, on est resté dans cette partie du tableau, il faut confirmer, c'est encore loin d'être fait. Et puis c'est vrai, le fait de faire tourner en Coupe d'Europe, on est quand même arrivé à, comme je dis, à 2 journées de la fin, on est loin d'être qualifié, mais au moins... dans la course encore. On est dans la course, Mario Ledesma et vous êtes un peu les rookies de l'année à Montpellier. Comment ça s'est fait, votre venue auprès de Fabien Galtier? Comment il a emporté le morceau? Comment il vous a décidé à venir ici? Malheureusement, je dirais, ça s'est fait suite à la maladie d'Éric Béchu, puisque Fabien Galtier était en duo avec Éric Béchu depuis les 2 dernières saisons. Et lorsqu'Éric Béchu, malheureusement, a dû repartir pour un traitement assez lourd en fin de saison dernière, lorsqu'il l'a appris, il en a informé évidemment Fabien et le club. Et lorsqu'il a dit à Fabien, je ne vais pas pouvoir repartir encore pendant au moins les 6 premiers mois de la saison. Donc il va falloir faire autrement, quoi. Donc Fabien a pensé à nous. Moi j'ai joué avec Fabien au Stade Français en équipe de France. Ensuite ça a été mon entraîneur à Paris, donc on se connaissait quand même depuis pas mal de temps. Et il avait entraîné Mario lorsque Fabien avait fait une pige non, il a 2 ans, donc c'est plus qu'une pige, mais lorsqu'il avait entraîné pendant 2 ans les Argentins. Donc il avait pensé à Mario, et donc parce qu'il avait fait moi il m'expliquait qu'il avait fait une grosse partie de la saison dernière tout seul, parce qu'Éric Béchu justement est parti en traitement et pouvait plus le seconder. Et que ça avait été, c'est lourd, c'est vrai que c'est des journées qui sont longues, c'est beaucoup de travail, et que seul... parce qu'il faut le dire, peut-être, ou le répéter, traditionnellement au rugby, il y a plusieurs entraîneurs, parce qu'il y a vraiment des spécificités, le jeu d'avant, le jeu d'avant. Alors le jeu d'avant et de 3/4 est bien différent. Après, suivant les clubs, il y a certains clubs qui ont un entraîneur devant, un entraîneur derrière. Et il y a certains clubs qui ont la même structure qu'on a cette année, nous, à Montpellier, où il y a un entraîneur en chef, qui est Fabien Galtier, et ensuite 2 adjoints qui sont Mario pour les avants et moi pour les 3/4. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que vous aviez arrêté carrément le rugby et vous avez pris de l'assurance. Ouais, moi j'ai arrêté ma carrière en 2009, à la fin de saison de 2008-2009. Je m'étais pas tourné vers l'entraînement, j'étais pas parti sur le marché, on va dire. Je suis resté chez moi, j'avais acheté un cabinet d'assurance que j'ai toujours. Et Fabien m'a appelé. J'ai réfléchi un petit peu. C'était parce que moi il fallait que je redéménage, je vienne ici. J'ai hésité un petit peu, et puis c'était un beau challenge. Montpellier c'était une belle équipe, quoi. J'aurais pas signé avec n'importe quelle équipe quand même. Et je savais que je partais pas dans une galère, quoi. Avec Fabien qui était aux commandes. Je connaissais aussi l'équipe de Montpellier, je l'avais vu à la télé, je connaissais les joueurs, pas personnellement, mais évidemment je les avais déjà vus œuvrer sur le terrain, et ça donnait envie, quoi. Alors vous connaissiez pas Jean Kahn, parce que là du coup ça va vous faire un peu regretter votre choix de venir à Montpellier, parce que maintenant on va vous livrer à Jean Kahn. C'est-à-dire que moi c'est pour mieux le connaître. Vous saviez pas qu'il avait pris de l'assurance. Voilà, je vais apprendre des choses. Donc Bourgoin-Jallieu, c'est l'homme né à Bourgoin-Jallieu. Oui, je suis né à Bourgoin, effectivement. Le rugby là-bas quand même. Oui. Non. Le sport national de Bourgoin. Bourgoin. Jallieu. Après, maintenant il y a un peu Lyon, mais c'était quand même Bourgoin. Ouais, c'était Bourgoin, même si maintenant ils ont quelques soucis, parce qu'ils ont eu des soucis financiers. Donc en 2 ans, ils étaient en top 14 la saison 2009-2010, 2010-2011 même. L'année suivante, ils sont descendus, donc ils étaient en Pro D2 l'année 2011-2012. Et il y avait plus d'argent, donc ils étaient restés en Pro D2, et donc ils les ont rétrogradés financièrement, donc ils sont en Fédéral 1. Donc en 2 ans, la chute a été difficile. Vous avez fait 2 clubs, en fait, Bourgoin, Stade Français, les 2. Oui, en tant que joueur, oui. 2 seuls. En tant que joueur, j'ai fait que 2 37 sélections d'équipe de France. Oui. Et le 3 février 96. Ouais, première sélection. Passé, oui. La défaite. Première sélection, défaite en Écosse. À Murrayfield, combien? 19-14. 19-14.
La H-Cup, c'est quoi? C'est stupéfiant? Non, c'est un alcool. C'est encore autorisé, c'est encore autorisé. Alors je vais faire la question fin du monde. Vous savez que c'est la fin du monde. C'est vendredi. Et ouais, fin du monde, vendredi. Aïe, c'est très très dur. Alors si c'est donc vendredi, c'est la fin du monde, quel est le dernier repas? Vous mangez quoi? Un truc pour se faire plaisir ou pas, quoi. Dernier repas, fin du monde. Une bonne soupe. Non, une salade lyonnaise. Une salade pour rester dans un... Avec les saucisses et tout. Ouais, lardon, œuf poché. D'accord. La dernière chanson que vous écouteriez? Ou un groupe, ou un truc? Ça serait une chanson française. Ouais. Paul Naref, on ira tous au paradis. Ah, joli ça. Le dernier bisou, vous le donnez à qui? Ma femme. Facile. Si à part vous votre femme. Professeur, si vous pouvez baisser votre truc. Ah, j'ai le micro. Ah oui, il y a un micro, il était là. Ah oui, il me le cachait là. Oui, donc le dernier bisou à madame. Sinon, on vous entend pas. Si c'est pas ma femme, à mon chien. Joli. Dernier coup de gueule. Il n'y en aurait pas. À l'entraînement. Qu'est-ce que vous foutez, les gars? Si c'est le dernier jour, faut pas être en colère. Ah si, dernier coup de gueule quand même, un truc, vous avez envie de dire, il faut que je le dise maintenant, il faut que ça sorte. Ah mais le truc que vous retenez de dire là, depuis des années. Non, j'ai pas d'année. La dernière envie que vous auriez envie de vous payer, si vous pouviez tout faire. Non, je sais pas, une voiture, je sais pas. Réfléchissez bien les gars, parce que la question fin du monde, vous y échapperez pas aussi. Hein. Ok. Préparez-vous. Alors la question coquine, on finit. Oui. Bonjour madame. Alors, avant l'acte décisif, vous préférez lire à votre femme pour qui sonne le glas? Facile. Oui. Ou alors lui dire, peux-tu mettre... Elle est bonne celle-là. Vous lui dire, peux-tu te mettre de 3/4, puisqu'il entraîne les... peux-tu te mettre de 3/4 à pénalité, bien sûr. Oui. À pénalité. Et pour protéger vos arrières. Qu'est-ce que vous préférez donc? Là, vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est super compliqué. Hein, c'est joli. Hein. Facile, hein. Peux-tu te mettre de 3/4 à pénalité pour protéger tes arrières? Aïe. Bon, voilà. Il faut lui dire que c'était super, il est content. Voilà. Merci beaucoup. C'était Stéphane Glas. Juste une chose, parce qu'il a parlé des défaites de Stéphane, son premier match, machin, mais il faut quand même rappeler qu'il est 3 fois champion de France. 3 fois champion. Qu'il est vice-champion du monde en 99 et qu'il a gagné 2 fois le Grand Chelem. Oui, si ma mémoire mais quand on est vice-champion du monde, c'est qu'on a perdu en finale aussi. Ah, et ça, ouais, c'est qu'on avait gagné la demi quand même. Hein. Oui. C'était déjà un sacré parcours. Ouais. Le match, s'il fallait, fin du monde, le match que tu emmènerais? Le match que j'emmènerais? Ouais. Le match. La première finale gagnée du championnat de France avec le Stade français. Ouais, ça, championnat de France. Stéphane Glas, merci beaucoup. Je crois que vous repartez à l'entraînement. On va marquer une courte pause dans les aléas du direct. On se retrouve dans un instant pour parler beach volley, bien sûr, mais aussi pour parler foot. Ça s'est plutôt pas trop mal passé pour nos couleurs ce week-end. Allez, à tout de suite.